vous assistez à la première séance du webinaire national du réseau des centres de ressources politiques de la ville. Alors, deux mots, même si, à mon avis, vous connaissez les centres de ressources politiques de la ville. Le réseau national des centres de ressources politiques de la ville rassemble l'ensemble des centres de ressources politiques de la ville, de la métropole et de l'outre-mer. Il reprend, pour les faire vivre au niveau global et national, les missions des centres de ressources politiques de la ville, c'est-à-dire l'appui et l'animation du réseau de la communauté d'acteurs de la politique de la ville et des professionnels qui font vivre cette politique publique au quotidien. La formation et la qualification collective de ces acteurs, notamment en les mettant en lien, en mettant en lien la pratique et la recherche, les connaissances et le travail de terrain qui font vivre la politique de la ville et la production de ressources, de documents, de supports pour permettre justement aux acteurs de la politique de la ville d'avancer et de se nourrir pour mieux progresser sur le terrain et réaliser leur mission. Pour, euh, pour réaliser ces missions, le réseau national, depuis quelques années, a mis en place des groupes de travail thématiques. Il y en a une dizaine. Donc, ces groupes de travail thématiques réunissent des membres de plusieurs centres de ressources. Et c'est le cas donc de notre groupe de travail participation qui est actif depuis 2001, il me semble. Mes collègues me corrigeront si je dis une bêtise. Et qui s'attache justement à essayer d'accompagner les professionnels sur cette question de la participation, de produire un certain nombre de connaissances et de porter un certain nombre de débats pour promouvoir une conception ambitieuse de la participation. Euh, Comme vous le savez, la participation, ça a été toujours quelque chose de très important au cœur des enjeux de la politique de la ville. L'importance de cet enjeu a été réaffirmée lors de la refonte des contrats de ville et de la mise en place des nouveaux contrats de ville Engagement Quartier 2030, avec un certain nombre de problématiques et en premier lieu une volonté de l'État d'ouvrir les formes de participation permettant aux habitants d'être associés au contrat de ville. Alors ça a bien entendu posé un certain nombre de questions de la part des acteurs. Est-ce qu'il faut repartir de zéro? Est-ce qu'il faut se passer des conseils citoyens qui étaient la forme de participation des habitants depuis la loi Lamy de 2014? Euh, Comment faut-il porter cette question de la participation? Euh, voilà, donc il y a eu tout un tas de questions qui se sont posées et qui se posent encore du côté des acteurs de la politique de la ville. Et tout ça aussi dans un contexte, vous le savez, où en général la question de la citoyenneté et de la démocratie devient un enjeu et un enjeu questionné en ce moment très fortement, notamment à l'occasion des dernières échéances euh, électorales. Donc tout ça a fait dire à notre groupe de travail qu'il était important de créer un espace pour permettre justement à l'ensemble des acteurs qui font vivre cette question de la participation de se pencher pardon, sur la citoyenneté en quartier populaire dans tous ses aspects, d'où l'idée de cette série de webinaires qu'on a intitulé La participation sur le grill. Alors, pourquoi la participation sur le grill? Déjà parce qu'on a de l'humour au GT Participation et comme ces webinaires se déroulent sur le temps de midi, on voulait faire un jeu de mots avec la pause déjeuner. Voilà, c'est fait. Mais il y a aussi du sens. La participation sur le grill, ça veut dire qu'on vous propose d'avoir une attitude réflexive, d'avoir une attitude de réflexion collective sur les différentes dimensions de la citoyenneté en quartier populaire. Pour ça, l'idée, c'était aussi de faire appel à chaque fois, parce qu'on vous le redira à la fin parce il y aura plusieurs cycles de webinaires, il y aura 4 séances. L'idée, c'est de faire appel à des spécialistes, à des chercheurs, à des acteurs de terrain qui connaissent bien ces questions, et donc d'explorer un certain nombre de dimensions de la citoyenneté en quartier populaire. La première séance, qui est celle d'aujourd'hui, va s'intéresser à la question du vote et du suffrage
universel en quartier populaire. Parce que c'est un élément important de la citoyenneté. Vous savez, sans déflorer ce que vont dire nos intervenants, euh, que la démocratie représentative et l'exercice du suffrage universel en quartier populaire fait face à différents enjeux, notamment l'enjeu de l'abstention et de la participation. Donc, on vous propose de dérouler cette thématique aujourd'hui à partir de l'intervention de trois intervenants que je vais présenter tout de suite. Donc, David Goire, qui est maître de conférence en sciences politiques à l'université Toulouse Jean Jaurès, et lui qui reviendra sur l'histoire, sur l'évolution des pratiques électorales dans les quartiers populaires. Ensuite, Daniel Gaxi, qui est professeur émérite de sciences politiques à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, et lui, qui interviendra plutôt de manière prospective sur les manières pouvant nous permettre de revitaliser pardon, les pratiques de cette citoyenneté électorale en quartier populaire. Et enfin, Diwari Orsfal, Diwari qui est membre de l'Assemblée des quartiers. Je serai accompagné de Ilham Greffi aussi. Voilà, très bien. Et donc, qui fera part justement de l'expérience de l'Assemblée des quartiers, de ce qu'elle porte, des enjeux de cette initiative. Je laisse la parole sans plus attendre, pardon, à David Goire. Alors, merci beaucoup aux organisateurs de ce webinaire de m'avoir contacté ces dernières semaines pour me proposer d'intervenir et notamment merci à Paul et Cyril avec qui j'ai été en contact ces derniers temps. Donc, je suis maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, rattaché au laboratoire CERTOP et chercheur associé également au CEPEL, qui est un laboratoire de sciences politiques qui est lui situé à Montpellier. Je travaille depuis le début de ma carrière académique sur les questions électorales et en particulier du côté des électeurs. Voilà, j'essaye notamment je travaille notamment la question des motivations à la participation et des facteurs explicatifs de l'orientation électorale. D'une manière générale, disons que c'est ma spécialité de recherche. Et en début de carrière, enfin notamment à l'issue de ma thèse, je me suis notamment spécialisé sur la question du vote en banlieue, domaine que j'ai un peu laissé de côté depuis, puisque maintenant je travaille sur d'autres populations qui, comme en banlieue, votent globalement peu. Les citoyens européens qui vivent en France et qui, comme vous le savez peut-être, peuvent voter aux élections municipales et européennes dans leur pays de résidence, quand bien même ils n'en possèdent pas la nationalité. Donc je me suis permis d'ajouter là également trois références bibliographiques de chapitres ou d'articles que j'ai rédigés ces dernières années sur cette question et une thèse que j'avais, enfin en tout cas l'ouvrage tiré de ma thèse que j'avais réalisé sur la commune d'Ivry-sur-Seine, que vous connaissez certainement au moins de nom et qui correspond assez bien, en tout cas pour plusieurs quartiers d'Ivry-sur-Seine, correspond assez bien au sujet dont il est question aujourd'hui. Tout d'abord, en guise d'introduction, une première précaution à prendre, ou quelques précautions à prendre sur la question de la définition de ce que l'on entend par quartier populaire, ce qui va notamment conditionner l'essentiel de mes propos. Ici, j'entends par quartier populaire les espaces populaires en termes de composition sociodémographique situés à la périphérie des grandes agglomérations, donc ce que l'on appelle plus communément les banlieues, où bien souvent on observe une forte proportion dédiée à l'habitat social, et notamment aux logements sociaux, avec quelquefois des taux de logements sociaux qui dépassent assez largement le seuil légal situé à 25% aujourd'hui, et puis des espaces où on retrouve aussi du logement privé, notamment, mais pas seulement, à travers les grands ensembles. Ce que l'on peut dire également, c'est que c'est un territoire ou un type de territoire et des populations qui, globalement, en sciences sociales, ont été, on peut le dire, je crois, plutôt bien étudiées des années 50 jusqu'à nos jours, aussi bien par des historiens, des sociologues, des politistes, des géographes, à travers bien souvent d'ailleurs des approches assez complémentaires. Ça va des analyses, notamment sur le plan électoral, statistique, à grande échelle parfois,
à des monographies, à des entretiens réalisés auprès des habitants, parfois sur le temps long, hein, d'une enquête de terrain, donc quelquefois sur plusieurs années. Et donc, il y a beaucoup de communes, de quartiers comme ça, parmi les plus connus notamment, et en particulier autour de la région parisienne, mais pas seulement, qui ont été largement investis par la communauté scientifique. Alors, dans le cadre de ma présentation, qui je l'espère ne dépassera pas 20 minutes, hein, j'ai bien noté j'ai bien fait partir le chrono de mon côté, je vais m'intéresser à deux questions, dirons-nous. Je vais tout d'abord essayer de refaire l'histoire de la participation électorale dans ces quartiers populaires d'une manière générale. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, j'essaierai de dégager quelques tendances et logiques contemporaines qui caractérisent la participation électorale aujourd'hui dans ce type de territoire. En ce qui concerne l'histoire de la participation électorale dans les quartiers populaires, premier point à relever, à connaître, à savoir, qui est souvent ignoré hein, de nos concitoyens, c'est qu'en France, d'une manière générale, en laissant de côté d'ailleurs les quartiers populaires, le pic de la participation électorale aux élections, toutes élections confondues, intervient au cours des années 70. Ça veut dire que, contrairement à une idée souvent reçue, on n'a pas toujours plus voté. Hein. Globalement, dans les années 30, 40, 50, on votait un peu moins que dans les années 70. Alors, il n'y avait pas un écart énorme, mais c'est plutôt début des années 70 qu'on assiste à un pic de la participation électorale en France. Et ce qu'il faut noter aussi, et là encore c'est rarement su, c'est que d'une manière générale, ces niveaux de participation aux élections étaient plus forts encore dans les villes populaires, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, c'est tout l'inverse, et plus fort encore dans les quartiers populaires de ces espaces populaires. Alors, bien évidemment, il y avait des contre-exemples, hein, mais d'une manière générale, et si on s'intéresse notamment aux espaces qui constituaient autrefois l'ancienne banlieue rouge, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, eh bien, ce sont précisément dans les espaces les plus populaires, les quartiers populaires, les logements HLM, que dans les années 60, 70, voire début 80, on votait le plus. Comme vous le savez probablement, c'était souvent associé également à un soutien électoral très important en faveur des partis politiques de gauche et en particulier du Parti communiste français ou bien du Parti socialiste. Alors j'ai ici pris le temps de faire un graphique assez succinct qui compare, alors non pas les résultats, la participation électorale en France à des quartiers populaires, mais là j'ai pris tout un département, donc ça a des limites bien évidemment, hein. Le département de la Seine-Saint-Denis, qui toutefois, dans les années 60-70, début 80, présentait une homogénéité sociale certainement bien plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui en termes de dominante populaire. Et on voit notamment, ici c'est le cas de l'élection présidentielle, que jusqu'en 1981, eh bien, la participation électorale, et ça vaut également pour les autres élections, était plus forte dans le département de la Seine-Saint-Denis qu'il ne l'était au niveau national. J'ai pas les résultats pour l'élection présidentielle de 65 pour la Seine-Saint-Denis, puisque c'est, comme vous savez probablement, un département relativement récent, puisqu'il a été créé en 1968. Euh, Deuxième point important sur la question de l'explication, en définitive, de cette situation. En fait, on avait dans ces quartiers populaires situés en banlieue des grandes villes un écosystème qui était très favorable à cette participation électorale élevée et constante, à la fois des milieux ouvriers, très largement, et qui, en termes de sentiment d'identification à une classe sociale, débordait même la seule classe ouvrière. Beaucoup de travaux, notamment à l'époque, ont montré que ce qui comptait le plus, finalement, et ça vaut toujours aujourd'hui, pour expliquer l'orientation du vote, c'est pas tant la situation objective que notre identification à un groupe social en particulier, et dans le cas d'espèces, à ce que l'on a appelé la classe ouvrière, qui correspondait dans ces territoires, finalement, à une identité, pardon, socialement très valorisée. Le deuxième point qui explique cette situation, c'est qu'à l'époque, il y avait dans beaucoup de ce type de territoire un ancrage social très fort des partis politiques et en premier lieu des partis politiques de gauche, avec un réseau de militants très dense, très actif, qu'on retrouvait notamment dans ce que l'on a appelé la banlieue rouge, dans une grande partie du nord de la France, notamment dans la banlieue lyonnaise aussi. Et puis, autre point important, des habitats collectifs qui, à l'époque, correspondaient à une situation en matière de logement qui était hautement valorisée. On avait affaire à des milieux très populaires qui parfois avaient connu la vie dans les bidonvilles ou dans des logements très insalubres et qui, en accédant à l'habitat social, eh bien, gagnaient en confort, mais plus globalement aussi en dignité sociale.
J'ajouterai maintenant deux derniers points. La confusion entre l'appareil municipal et l'appareil partisan. Alors déjà une confusion quelquefois un peu objective, c'est-à-dire que bien souvent on avait affaire à des bastions politiques qui se constituaient et de fait des décennies de gouvernance d'une majorité politique très nette. Ça peut être le Parti communiste dans beaucoup de territoires de l'ancienne banlieue parisienne, mais ailleurs ça peut être le Parti socialiste, où en fait parfois dans les pratiques, mais aussi et surtout peut-être dans les représentations aussi bien des acteurs que des populations administrées, eh bien finalement la ville c'était le parti qui signifiait à peu près la même chose. Et dernier point important, on assistait également à des entremêlements très forts entre les sociabilités partisanes d'une part et les sociabilités populaires qui se confondaient totalement. Les militants politiques, notamment qui s'activaient en particulier à l'occasion des campagnes électorales, étaient aussi des amis, des interconnaissances, des gens qui nous connaissaient, qu'on tutoyait. Et donc ça, c'était partie finalement du quotidien de ce type d'espace qui organisait aussi beaucoup de fêtes, beaucoup de manifestations publiques et qui se mobilisaient pas uniquement à l'occasion des campagnes électorales, mais la campagne électorale était finalement un moment parmi d'autres de ces sociabilités et de la mise en mouvement du collectif. Et finalement, si on s'intéresse précisément à cette question de la participation électorale, il y avait une norme participationniste, tout comme il en existe toujours aujourd'hui dans beaucoup de milieux, soit une norme participationniste, soit une norme au contraire plutôt abstentionniste dans les milieux où on vote moins, ce qui est d'ailleurs plutôt le cas aujourd'hui dans la plupart des quartiers populaires. Un conformisme social qui se fondait notamment sur un réseau d'interconnaissance fort, un encadrement social puissant, mais qui allait de soi finalement par les organes municipaux ou et partisans, et puis des effets d'entraînement qui s'opéraient au sein du voisinage, au sein de la famille, entre amis. Et la norme, c'était vraiment de participer aux élections. Tout comme la norme était globalement dans ces quartiers de voter pour les forces politiques dominantes au sein de la gauche. Ça, en quelque sorte, c'est la première histoire, parce qu'à la suite de cette première histoire est intervenue une deuxième histoire, qui est un peu le pendant de tout ce que je viens de dire, et qui peut se résumer par la formule d'éclatement de l'écosystème industriel, que j'ai ici représenté à travers trois crises, dirais-je. Une première crise du monde ouvrier lui-même, avec un déclin, pour commencer, des effectifs ouvriers. Voilà. Dans le cadre de processus de désindustrialisation, de tertiarisation de l'économie. Une transformation également qualitative du monde ouvrier. L'augmentation du chômage, de la précarisation de l'emploi, la désyndicalisation, un turnover plus fort au sein des entreprises, une externalisation de beaucoup d'activités avec des établissements d'entreprises qui sont devenus plus petits qu'ils ne l'étaient globalement dans les années 60 et 70. Et puis également des transformations d'ordre sociodémographique du monde ouvrier à travers notamment l'arrivée de populations issues d'immigration. Alors, historiquement, dans un premier temps, plutôt l'immigration belge dans le nord, espagnole, italienne, polonaise dans d'autres territoires, et puis ensuite une immigration maghrébine essentiellement, et sur les dernières décennies, une immigration qui est plutôt en provenance des pays d'Afrique subsaharienne. Donc ça a profondément transformé le monde ouvrier lui-même, d'une manière générale en France et en particulier dans ces quartiers populaires. Le deuxième point important a trait cette fois-ci à la question des partis politiques. Très ancrés socialement dans leur société, qui pénétraient beaucoup en fait la société civile, et notamment dans les quartiers populaires jusqu'aux années 70, et finalement une crise de cet ancrage social, avec un déclin important du nombre d'adhérents et de militants. On a assisté souvent au départ des militants les plus jeunes et des plus dynamiques de ces quartiers populaires, et puis à l'avènement de ce qu'on appelle aujourd'hui en sciences politiques des partis d'élus, c'est-à-dire des partis où la place dans les débats politiques est plus forte, enfin on laisse plus de place en tout cas à la position des élus comparativement à la position politique des adhérents, et puis une forme de bureaucratisation qui a touché beaucoup de partis politiques, notamment à gauche, et qui est venu bien évidemment un petit peu entacher le rapport de confiance qui existait à l'égard des administrés. Et puis troisième point, une crise du modèle de sociabilité des quartiers populaires, avec des quartiers populaires qui, autant dans les années 60, 70,
correspondait souvent à une situation valorisée socialement, au contraire une situation frappée de stigmatisation, et ce de manière de plus en plus claire à partir des années 1980. Et on a souvent assisté dans ces villes populaires, à partir précisément des années fin 70, début 80, à des formes de fragmentation territoriale, avec bien souvent, il y a plein d'exemples qui fonctionnent assez bien dans beaucoup de villes populaires de région parisienne, Ivry-sur-Seine que j'ai étudié, Saint-Denis, souvent une fragmentation entre d'un côté des espaces du centre-ville plutôt réhabilités, plutôt réaménagés, qui continuent d'être relativement valorisés socialement, et puis au contraire des espaces plus périphériques, situés en bordure de ville, bien souvent, qui eux ont été davantage délaissés et bien évidemment aussi davantage stigmatisés. Ce que l'on constate également, et c'est très très clair, c'est que dans les espaces les plus stigmatisés du logement social, les plus dévalorisés du logement social, on observe également bien souvent un turnover très très élevé. C'est-à-dire que en quelques années simplement, en 2 décennies, il y a un renouvellement extrêmement important de la population. Donc ça change beaucoup de choses parce que c'est moins des lieux de stabilité et de construction identitaire aujourd'hui que ça ne l'était, ou en tout cas pas selon le même modèle. Et puis bien évidemment, et c'est lié à un déclin des sociabilités populaires et partisanes qui pouvaient exister autrefois et qui sont pour partie liées au déficit d'ancrage des partis politiques. Tout ça, c'est un cas d'école un petit peu, explique la progression spectaculaire de l'abstention pour beaucoup d'élections dans ces quartiers populaires depuis maintenant 40 ans. C'est une forme d'abstention quasi mécanique, puisque là, on a affaire à des différents paramètres que j'ai ici évoqués, sont à chaque fois, ça a été largement démontré par la littérature scientifique en France et ailleurs, sont des facteurs très favorables à l'abstention électorale. J'ai ici pris le temps de faire quelques graphiques qui présentent la situation de Clichy-sous-Bois. Alors, j'aurais pu choisir d'autres villes. J'ai pris Clichy-sous-Bois parce que ça fait partie des villes les plus pauvres de France, avec aujourd'hui 42% de la population sous le seuil de pauvreté. À peu près 30 000 habitants aujourd'hui à Clichy-sous-Bois, commune de Seine-Saint-Denis. Et puis, j'ai comparé 2 élections, l'élection présidentielle sur la période 1980 jusqu'à nos jours et les élections législatives pour la même période. Et ce que l'on constate, c'est que, alors, j'ai pas repris les résultats qui étaient qui correspondait à la décennie 60, 70, début 80, parce que c'est plus compliqué quelquefois à trouver pour des villes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris une ville plutôt qu'un quartier populaire, parce que pour le coup, pour refaire l'histoire d'un quartier populaire, il faut souvent du temps, parce qu'il y a des dénominations qui changent, etc. Voilà, ce que l'on constate, c'est une progression spectaculaire de l'abstention, donc une diminution de la participation électorale, beaucoup plus marquée en dehors des élections présidentielles. Dit autrement, l'élection présidentielle continue d'être l'élection qui parvient à mobiliser une majorité d'électeurs, y compris dans les quartiers populaires, même si, comme vous le voyez, l'écart se creuse considérablement avec la moyenne nationale, mais l'écart est beaucoup plus fort encore lorsqu'il s'agit des autres élections. J'ai ici représenté les élections législatives, mais j'ai repris un petit peu ce matin les résultats des élections, par exemple européennes. Et lors des 4 dernières élections européennes à Clichy-sous-Bois, la participation moyenne se situe à 25%. Oui, si on fait la moyenne des 4 dernières élections européennes. Alors néanmoins, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, on observe parfois des pics de participation. Ça s'est vu dernièrement à l'occasion des dernières élections législatives, où finalement l'écart de participation des habitants de Clichy-sous-Bois est certes en dessous de la moyenne française, mais il s'en rapproche. Et ça s'est vu également à l'occasion de l'élection présidentielle de 2007 et du second tour que j'ai pas représenté ici, de l'élection présidentielle de 2002, sur laquelle je reviendrai peut-être d'ailleurs tout à l'heure. Alors, dernier point maintenant, il me reste quelques minutes, sur quelques logiques explicatives de la participation électorale en quartier populaire. Alors, premier point, alors, je vais revenir sur 5 points. Je vais en essayant d'être concis, parce que je vois que le temps passe. Premier point, les commentaires sont souvent faits sur la question de la participation électorale. Et le constat général, c'est une croissance de l'abstention électorale. Bon. Il faut aussi prendre en compte la question des non-inscrits, qui par définition ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'abstention ou de la participation. Aujourd'hui, on estime qu'en France, il y a à peu près entre 8 et 9% de personnes non inscrites, de personnes qui ont le droit de vote, donc des Français âgés de plus de 18 ans.
Certains rapports qui ont porté, notamment dans les années 2000-2010, sur les zones urbaines sensibles, ce qui correspond aujourd'hui plus ou moins aux quartiers populaires, font état de taux qui avoisinaient parfois les 20%. Ça touchait notamment les personnes qui ne s'étaient jamais inscrites, parce que je vous rappelle que l'inscription automatique sur les listes électorales se fait pour les jeunes qu'à partir que depuis 1997. Donc, il y a toute une période où en fait il fallait faire une démarche particulière pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales. Ça concerne aussi les personnes qui ont acquis la nationalité française. Et comme vous pouvez le penser, dans ces quartiers populaires, on a une surreprésentation des populations qui ont acquis la nationalité française. Et jusqu'en 2019, il n'était pas inscrit de manière automatique. C'est le cas depuis cette date. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des radiations régulières qui sont faites par les communes qui ont en charge, c'est une obligation légale, de veiller à ce que les électeurs qui sont inscrits dans leur commune habitent toujours à l'adresse indiquée. En France, il y a un peu plus de 200 000 radiations par an. La malinscription, autre phénomène très important. C'est un phénomène très courant. Ça touche à peu près entre 20 et 25% de l'ensemble de la population française aujourd'hui. Ça vous concerne peut-être même vous à titre personnel. C'est le fait tout simplement d'être inscrit dans un bureau de vote qui ne correspond plus à notre lieu d'habitation. Parfois, l'écart est faible, c'est le quartier d'à côté, le bureau de vote d'à côté, voire la commune d'à côté. Parfois, la malinscription est beaucoup plus forte, il faut faire 300 ou 400 kilomètres pour pouvoir voter. Dans ces quartiers populaires où la mobilité résidentielle est très forte, mécaniquement, les niveaux de malinscription sont très élevés. Ce qui explique, de manière un peu structurelle, dirais-je, le fait qu'il y a des taux d'abstention qui peuvent être très élevés. De ce point de vue-là, il y a eu quelques réformes qui sont intervenues, notamment depuis 2019, qui permettent néanmoins de s'inscrire jusqu'à 6 semaines avant le scrutin, alors qu'auparavant, il fallait s'inscrire au 31 décembre de l'année qui précédait. Ce qui en fait dissociait ce timing de la campagne électorale. Globalement, ce que je vois qu'il faut que j'accélère, hein, je crois. Hein. Non, ça va, Cyril, merci. Et globalement, en termes d'abstention, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que globalement, ce que l'on constate, c'est plutôt une participation intermittente. Les graphiques que j'ai ici présentés l'illustrent. Rares sont les électeurs, y compris dans les quartiers populaires, à s'abstenir tout le temps. Voilà, à s'abstenir tout le temps, de manière systématique. Non, on a affaire aujourd'hui plutôt, mais ça vaut aussi pour l'ensemble des Français, hein, mais sauf que c'est de manière peut-être plus exacerbée dans les quartiers populaires, plutôt un comportement intermittent à l'égard de la participation électorale. Et c'est souvent, on observe en fait les niveaux de participation, surtout pour l'élection qui est considérée comme l'élection reine de la vie politique française, l'élection présidentielle. Ce que l'on constate du même coup, c'est une très forte sensibilité dans ces quartiers à l'intensité de la campagne électorale. L'élection présidentielle, clairement, est l'élection qui domine les débats nationaux dans les médias et qui continue de susciter un engouement relatif dans ces quartiers populaires. Mais en revanche, en dehors de ces élections-là et en dehors de quelques exceptions, dirais-je, à l'instar des dernières élections législatives, eh bien, on a affaire plutôt à un fort désintérêt à l'égard des campagnes électorales qui s'explique par des phénomènes un peu structurels qui touchent l'organisation des campagnes électorales aujourd'hui en France. Elles sont globalement plus tardives, voilà, plus tardives, moins sacralisées qu'elles ne l'étaient dans le traitement médiatique, c'est-à-dire qu'elles sont mélangées à d'autres sujets. On repère moins le temps fort d'une campagne électorale, y compris pour des élections législatives, régionales, départementales ou municipales. Et puis aussi, et ça a été dit, une bien moindre pénétration des partis politiques dans la société civile et dans la vie de ces quartiers populaires à l'occasion de ces campagnes électorales. Ou en tout cas, c'est une mobilisation qui se fait de manière un petit peu artificielle le temps de la campagne électorale, mais on est très loin des porte-à-porte de militants qui étaient également des voisins et qui venaient en quelque sorte faire une simple piqûre de rappel dans les années 60-70 pour aller participer et puis voter bien souvent pour la force politique dominante. Troisième point important, ce que l'on constate toutefois, c'est qu'il peut y avoir des hauts niveaux de mobilisation électorale, souvent à l'occasion de l'élection présidentielle, lorsqu'il apparaît une figure repoussoire dans l'offre politique qui suscite du même coup une mobilisation un peu en opposition. Il y a au moins 2 exemples, et j'en dirais même 3. Il y a la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002. Donc là,
Je n'ai pas pris le temps de représenter les résultats du deuxième tour, mais il y a fort à parier qu'il y a un sursaut de la participation électorale, on l'avait vu en France, mais qui était plus marqué encore dans des communes comme Clichy-sous-Bois. L'élection présidentielle de 2007, marquée par la présence de Nicolas Sarkozy et qui a pu susciter une opposition vive dans beaucoup de quartiers populaires en soutien du coup aux candidats les plus à même de le battre, Ségolène Royal notamment, mais aussi François Bayrou, qui à l'époque, de manière un peu étonnante, a fait souvent au premier tour des bons résultats dans les quartiers populaires. Et puis les dernières élections législatives également, où en fait on a eu une offre politique relativement simplifiée autour de 3 blocs et des motivations qui étaient, notamment dans les quartiers populaires, qui reposaient pour beaucoup sur l'opposition à 2 autres blocs, en définitive. Donc, c'est pas forcément tant l'adhésion à un bloc, à un courant politique, que l'opposition à d'autres blocs politiques qui comptent. 2 points pour finir, peut-être. D'une manière générale, ce que l'on constate, c'est qu'à l'occasion des élections nationales, donc présidentielles et législatives, on observe bien souvent dans ces quartiers populaires une orientation en faveur de la gauche, et notamment du principal courant politique de gauche. En gros, dans ces quartiers populaires, dans les années 90, 2000, même début 2010, le parti politique de gauche dominant, à savoir le PS, est réalisé dans ces quartiers-là des scores supérieurs encore à ce qu'il a enregistré au niveau national. Dit autrement, sa domination de la gauche pendant 2 décennies se matérialisait de manière encore plus nette dans ces quartiers populaires où la gauche et le PS et ses candidats étaient vus comme les grands candidats permettant d'éviter la droite et l'extrême droite. Mais depuis maintenant une dizaine d'années, on assiste clairement à une progression du vote en faveur de LFI, qui est d'ailleurs aujourd'hui la première force politique au sein de la gauche. Et pour juste donner l'exemple de la Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, sur les 12 députés de Seine-Saint-Denis, il y en a 8 qui sont issus de LFI, alors en y ajoutant un dissident d'ailleurs, Alexis Corbière, 2 du Parti communiste français, 1 du PS et 1 du parti du POI. Donc il y a une domination très nette de la gauche et en particulier de LFI sur ce type de territoire populaire. Dernier point, on observe pour les élections municipales ou locales plus globalement des formes de reconfiguration parfois des allégeances politiques locales. En fait, comme vous pouvez vous en douter, dans beaucoup de ces villes populaires, c'est plutôt et pendant très longtemps la gauche qui dominait, avec des longevités parfois extrêmement fortes. Or, depuis maintenant quelques élections municipales, et la Seine-Saint-Denis est de ce point de vue-là un bon exemple, on a vu beaucoup de conquêtes de droite et qui ont duré dans le temps, c'est-à-dire qui ont souvent été confirmées à l'occasion des dernières élections municipales, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de villes populaires, pas seulement en banlieue parisienne, hein, il y a l'exemple de Roubaix, Tourcoing, qui sont aujourd'hui dirigées par des majorités politiques de droite. Point important, en raison de l'abstention, d'une manière générale, il faut parfois relativement peu de voix pour faire basculer des majorités municipales. Voilà. Donc, je me souviens très bien des élections, notamment municipales de 2014 en région parisienne. Beaucoup d'anciens bastions communistes, hein, Bobigny, Saint-Ouen, Villejuif, sont passés à droite, mais finalement sur des volumes de voix très faibles en raison de la forte abstention électorale. Voilà ce que je pouvais Merci. dire pour l'essentiel. Alors, David, merci beaucoup. Je vous propose peut-être de profiter des questions pour donner des éléments de conclusion. D'ailleurs, pour ceux et celles qui le voient, les éléments sont déjà là dans le PowerPoint. Merci beaucoup pour votre intervention. Je laisse la parole à Ludovic pour le moment questions. Des questions. Merci Cyril. Donc effectivement, vous avez posé quelques questions. Je vais les reprendre dans l'ordre. Peut-être 2 questions simples pour commencer. Revenir sur la définition des quartiers populaires, puisqu'il y a une question qui indique que vous ne considérez donc pas qu'il existe des quartiers populaires au sein des grandes villes, par exemple Paris, Lyon, Marseille et autres. Première question. Et une seconde pour préciser si les premiers graphiques que vous avez montrés intégraient les départements et régions d'outre-mer. C'est juste qu'à chaque fois qu'on utilise ce type de catégorie, comme par exemple quartier populaire, il faut prendre quelques précautions pour être sûr de ce dont on parle. Mais là, l'ensemble des résultats que j'ai présentés concernent aussi bien les banlieues des grandes agglomérations que des quartiers populaires qui peuvent se situer à l'intérieur même de la ville, comme à l'instar des exemples que vous avez pu donner pour Lyon ou Marseille, je crois. Et puis la deuxième question, oui, en tout cas pour les résultats relatifs à la France, ça intègre l'ensemble des résultats de France, aussi bien les métropoles que les départements d'outre-mer. Merci.
Alors, une autre question. Vous avez indiqué que la participation électorale était faible dans les quartiers prioritaires. Elle a été basse ces dernières années. C'est effondré aux dernières municipales, mais elle est fortement remontée aux dernières législatives. Est-ce que vous avez une analyse sur ce point? Qu'en pensez-vous? Oui, c'est juste, hein, elles sont fortes et la participation est fortement remontée à l'occasion des dernières élections législatives, tout comme ça l'a été d'ailleurs au niveau national, hein. Mais bien évidemment, dans la mesure où on se situe sur des niveaux de participation électoraux globalement bas, lorsqu'il y a sursaut, il est plus marqué qu'il ne l'est au niveau national. Donc effectivement, en fait, c'est les dernières élections législatives se caractérisent par une situation un peu de crise politique. Enfin oui, je pense qu'on peut le dire de crise politique, d'urgence, et une forme de simplification de l'offre politique à travers trois principaux blocs. Et là, encore une fois, cette simplification de l'offre politique, avec bien souvent des blocs qu'on soutient parfois, mais surtout des blocs pour lesquels on est en forte opposition, eh bien, ce sont des facteurs très favorables à la mobilisation électorale. Merci. Alors, une autre question. Pensez-vous que les quartiers populaires sont dépolitisés? Si oui, comment expliquez-vous ce phénomène? Et sinon, quelle politisation alternative aux formes traditionnelles observez-vous? Alors, c'est toujours difficile de répondre à cette question de la politisation parce que, en fait, si on prend certains indicateurs, on va dire que c'est moins politisé. Si on en prend d'autres, on va considérer que c'est plus un changement de nature de la politisation. Toujours est-il, alors parce qu'il ne faut pas croire pour autant que lorsque les gens participaient beaucoup, notamment dans les quartiers populaires, qu'ils étaient tous très politisés, hein, très convaincus, très au fait de l'actualité politique, très friands de la discussion politique, hein. Ce qui a beaucoup changé, c'est surtout le rapport au vote, d'une manière générale, avec un conformisme à l'égard de la participation électorale qui chute fortement, notamment chez les plus jeunes générations. Donc il y a fort à parier, notamment que chez les plus jeunes qui votent globalement moins, eh bien, cette inclinaison à moins voter perdure dans le temps, même quand ils vieillissent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est plus, ou c'est au moins autant, si ce n'est plus quand même, je pense qu'on peut le dire, un effet de génération qu'un effet d'âge. Voilà. Et donc, du coup, en fait, là où les partis politiques peinent, bien souvent, hein, mais c'est pas, il n'y a rien d'irrémédiable à ça, et je pense que l'intervention de Daniel Gaxi permettra d'éclairer peut-être ce phénomène, c'est plutôt dans la politisation des expériences sociales. Auparavant, il parvenait à plutôt bien politiser des expériences sociales, qu'elles soient individuelles ou collectives, notamment par une présence quotidienne et naturelle en quelque sorte sur le terrain. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins net. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politisation, mais elle passe par d'autres canaux et c'est beaucoup moins probablement territorialisé, pardon, que ça ne l'était dans le passé. Merci. Alors, ça répond en partie à deux autres questions. N'y a-t-il pas une incompréhension des enjeux sur le quotidien des élections législatives, donc de la part des partis politiques, je suppose? Et est-ce que ce sont les habitants qui ne croient plus en la politique de base ou est-ce que ce sont les partis politiques qui ont délaissé la base par commodité après avoir acquis une certaine stabilité? Alors ça, c'est une très bonne question, hein. En fait, pour les partis politiques d'une manière générale, quand on fait le constat plutôt juste, enfin juste, que les quartiers populaires se mobilisent peu, qu'il est difficile de les remobiliser massivement, bien souvent, il y a une forme d'usage stratégique des ressources qui fait qu'on délaisse quelque part les quartiers populaires. Parce que ça demande un travail gigantesque pour pouvoir mobiliser massivement des quartiers populaires, notamment à l'occasion d'élections locales. Et donc, ça a pu conduire certains partis politiques à délaisser ces espaces, faute de moyens, peut-être aussi pour partie faute de volonté, au profit d'espaces qui sont bien plus pourvoyeurs de voix en termes de volume. Merci. Alors, on a ensuite deux questions sur la question des données. Est-ce que vous avez connaissance du taux de mal-inscription dans les quartiers prioritaires, les quartiers politiques de la ville? Est-ce que vous avez des datas, de façon plus générale, démographiques, sur l'abstention dans les quartiers? Exemple, plus fort taux d'abstention en fonction du genre, de l'âge, des ressources, etc. Moi, j'ai pas de data en grande quantité là à ma disposition immédiate. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, si les gens cherchent des données plus générales sur la participation électorale dans les quartiers populaires, il faut regarder de près, je crois, les travaux menés par Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagin, qui ont examiné ça de plus près et qui pourront donner des résultats peut-être plus détaillés en ce qui concerne également la malinscription et l'abstention électorale dans les quartiers populaires. Globalement, en consultant leur rapport,
donc plutôt rédigé à la fin des années 2000, ils estimaient que dans la plupart à l'époque des zones urbaines sensibles, eh bien, la mal-inscription plus la non-inscription allait jusqu'à concerner 40% de la population. Voilà, 40% de la population en âge de voter qui ne pouvaient pas voter immédiatement dans le bureau de vote de leur quartier, soit parce qu'ils n'étaient pas inscrits du tout, soit parce qu'ils étaient mal inscrits. Merci. Est-ce qu'on a encore le temps pour quelques questions, Cyril? Très court. Ok, alors je reprends encore une ou deux. Dans votre explication sur la participation présidentielle de 2007, c'est la figure de Monsieur Nicolas Sarkozy, alors qu'il ne l'était plus en 2012. Voilà, c'était une réaction dans le chat. Et puis, une autre question. Bonjour, dans votre conclusion, vous parlez de semi-échec des outils de démocratie participative. Qu'est-ce que vous vouliez dire à ce propos? Ouais. Alors, en ce qui concerne la participation électorale en 2007, forte, relativement forte, dirons-nous, dans les quartiers populaires, et moins forte en 2012, alors qu'on avait toujours Nicolas Sarkozy, effectivement, il y a pas mal de travaux qui ont montré que dans beaucoup de quartiers populaires, en 2007 en particulier, alors même que Nicolas Sarkozy avait été ministre de l'Intérieur dans les années qui précédaient, avait été un facteur explicatif fort de la mobilisation en opposition à sa candidature, moins nette, beaucoup moins nette en 2012, effectivement. Et puis après, en ce qui concerne les éléments de conclusion que j'ai pu donner, le semi-échec de la question de la démocratie participative, en règle générale, la plupart des chercheurs font le constat que les différents dispositifs de démocratie participative qui ont été mis en place, notamment dans les villes populaires, peinent à attirer les milieux les plus populaires et les populations vivant dans les quartiers populaires. Ça reste bien souvent, mais c'est difficile de faire mieux pour plein de raisons sociologiques, des dispositifs qui concernent prioritairement des populations qui sont déjà très participatives sur le plan électoral. Très bien, Très merci. bien. Merci beaucoup. Merci David encore pour votre intervention. Merci Ludovic pour les remontées des questions. Et je laisse la parole tout de suite à Daniel Gaxi. Merci aux organisateurs de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous. Je voudrais essayer de présenter quelques éléments d'analyse de l'abstention électorale. Dans un premier temps, je vais faire un bilan rapide, chose que vous connaissez bien, mais quand même pour préciser l'ampleur du phénomène. Ensuite, alors c'est un phénomène très compliqué, hein. Il n'y a pas une explication de l'abstention électorale ou de la participation électorale. Il y a un très très grand nombre de facteurs qui interagissent, mais je vais essayer quand même de simplifier en examinant 4 séries de facteurs: disposition, attractivité, coût et mobilisation. Et si on essaye de formaliser un peu comme font les économistes, on dira que l'abstention est un facteur où se combine D, les dispositions électorales, A, l'attractivité, C, le coût, et M, les mobilisations. Et alors, comme vous êtes pour la plupart des praticiens de l'action publique, j'ai essayé de réfléchir au levier. Quand on prend en considération l'ensemble des facteurs qui influent sur l'abstention électorale, il y en a sur lesquels on a peu de prise et d'autres sur lesquels on pourrait avoir davantage de prise. Donc, j'ai essayé de souligner, ça apparaîtra en vert dans les diapositives, les éléments sur lesquels il me semble qu'il serait plus facile d'agir et, dans un premier temps, au moins de réfléchir. Voilà, est-ce que vous voyez bien Oui, très bien. Donc, vous avez sur cette diapositive, il faut que je lance peut-être bon, tant pis, je n'ai pas pensé à le faire. J'ai peur de dépasser, donc j'aurais voulu brancher ma montre, mais c'est trop tard. Alors, J'ai minuté, j'ai mis le minuteur, Daniel. Vous inquiétez très pas. bien. Je vous ferai un petit Merci. rappel. Merci beaucoup. Donc, vous avez sous les yeux l'évolution de l'abstention électorale aux différentes élections, la plupart, hein, j'ai pas absolument tout pris, depuis 1958. Donc, vous voyez, il y a une tendance générale à l'augmentation.
vous voyez que des records ont été battus récemment. Ici, c'est le record pour les élections départementales et les élections régionales, record pour les élections municipales. Un record a été battu ici en 2022 pour les élections législatives. Donc, vous voyez, on est sur des niveaux très, très élevés. Vous constatez également que les différences de participation selon le type d'élection ont beaucoup augmenté. Hein. Au début, ici, vous voyez, c'est à peu près toujours le même niveau d'abstention, alors que là, on a un écart beaucoup plus important. Hein. Bon. Alors, vous constatez que dans certains cas, on en a déjà beaucoup parlé, qu'il peut y avoir un reflux de l'abstention. Hein. Par exemple, Anvers, ça ne se voit pas très bien, mais Anvers, ce sont les élections législatives. Là, on est en 2022 et ici, on est en 2024. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a une reprise de la participation, même si on reste à des niveaux quand même importants d'abstention. Alors ici en bas, vous avez l'élection présidentielle. Je vais y revenir dans un instant. La pente est quand même ascendante, il y a une tendance à augmentation, mais vous voyez à des niveaux beaucoup plus faibles. Donc voilà, hein, l'abstention, c'est ce qu'on appelle une droite de régression qui résume la distribution du nuage de points. Et vous voyez que depuis 1965, la tendance est à l'augmentation, mais l'augmentation modérée. Alors, ça, voilà, ça c'est le tableau pour la France. Dans les autres pays, la situation est la même, hein, avec de très rares exceptions. Par exemple, une des rares exceptions, c'est le Danemark, où il y a une grande stabilité, un niveau élevé de participation, et même une progression de la participation pour les élections européennes. Donc la France n'est pas du tout un cas isolé. Hein, voilà. Alors, le point suivant, ça a déjà été signalé, mais si on regarde la participation aux 4 tours des élections de 2022, 2 tours d'élections présidentielles, 2 tours d'élections législatives, on s'aperçoit que les personnes sont des données très solides, hein, c'est des données de l'INSEE, avec des échantillons extrêmement importants. Donc, le pourcentage des personnes qui votent aux 4 tours, vous voyez, c'est un gros tiers. Bon, et le pourcentage des personnes qui s'abstiennent aux 4 tours, vous voyez, c'est un pourcentage réduit. Hein. Donc, ce qui veut dire que la plupart des citoyens ont participé ou se sont abstenus de manière intermittente. Hein. Donc, il y a une tendance à l'augmentation de l'abstention, mais pour une part importante, c'est une augmentation de l'abstention intermittente. Alors on le voit ici, vous voyez, sur une vingtaine d'années, il y a une légère tendance à l'augmentation de l'abstention systématique, c'est-à-dire aux 4 tours des élections présidentielles et législatives. Par contre, il y a une tendance à la diminution de la participation systématique aux 4 tours, et ce qui augmente plutôt, c'est la participation intermittente ou l'abstention intermittente. Alors, la participation aux élections, bon, c'est une chose bien connue hein, par les sociologues, elle est liée à différents facteurs sociaux. Donc, par exemple, si je regarde l'évolution de la participation selon le niveau de diplôme, vous voyez que l'abstention systématique diminue au fur et à mesure que le niveau de diplôme des personnes augmente. La participation systématique augmente en sens inverse. Hein, plus le niveau de diplôme est élevé, plus la probabilité de voter de manière systématique aux 4 tours augmente, et la relation est beaucoup moins nette pour le vote intermittent. Même si on prend les catégories socio-professionnelles, vous voyez que c'est un résultat classique de la sociologie politique, l'abstention systématique augmente en raison inverse de la position sociale. C'est par exemple, les ouvriers non qualifiés, les employés non qualifiés, les ouvriers qualifiés, les employés qualifiés, vous voyez, c'est là que l'abstention systématique est la plus élevée. Inversement, plus la position sociale est élevée, plus il y a un vote systématique. Ce sont les cadres supérieurs et les professions intellectuelles supérieures qui votent le plus régulièrement.
et la relation avec le vote intermittent est plus limitée. Si je prends maintenant un autre indicateur, le niveau de vie, vous voyez que donc là, la population est répartie en quatre parties, on appelle ça des quartiles. Donc quand on va des quartiles avec le niveau de vie le plus bas vers le plus élevé, vous voyez, il y a une tendance à la diminution de l'abstention, à l'augmentation de la participation systématique. Alors, autre facteur extrêmement important, c'est l'âge. Alors, l'abstention augmente, varie avec l'âge selon une courbe en U, hein, c'est un résultat classique. Donc, elle est relativement un peu plus importante pour les plus jeunes. Elle diminue au fur et à mesure qu'on avance et elle remonte alors à des niveaux très élevés. Inversement, vous voyez, le vote systématique augmente avec l'âge, atteint son maximum. En ce moment, là, je pointe sur la catégorie d'âge 75-80 ans. Donc, vous voyez que la diminution du vote systématique, c'est après 80 ans. Donc, c'est à des niveaux d'âge très, très élevés. Et un résultat extrêmement important, vous voyez, c'est le vote intermittent qui est très lié à l'âge. Plus les personnes, les femmes et les hommes sont jeunes, plus la probabilité est élevée qu'ils votent de manière intermittente, c'est-à-dire surtout pour l'élection de premier ordre, l'élection considérée comme la plus importante, c'est-à-dire en France, l'élection présidentielle. OK. Et alors du coup, vous voyez, l'écart de participation selon l'âge varie beaucoup selon le type d'élection. Vous voyez, c'est pour les plus jeunes votent beaucoup moins pour l'élection législative, alors que les écarts, ils votent moins pour l'élection présidentielle, mais l'écart avec les plus âgés est plus faible. OK. Alors, donc, si on fait le bilan, progression de l'abstention, tendance générale, variation selon le type d'élection, progression de l'abstention intermittente et des inégalités de participation très fortes selon les milieux sociaux et selon les catégories d'âge. Alors c'est ça qu'il faut essayer d'expliquer, donc je vais le faire très rapidement. Alors ça va être très schématique, hein. Alors, en réalité c'est des phénomènes très compliqués et il me faudrait plusieurs heures pour traiter les choses sérieusement. Donc je vais simplement donner une idée. Alors, premier facteur explicatif, on peut appeler ça les dispositions à voter. C'est-à-dire qu'il y a des femmes et des hommes qui ont des dispositions très fortes à la participation. C'est-à-dire, il va de soi qu'ils vont voter, ils votent à toutes les élections, même s'ils ont des gros empêchements, ils font se débrouiller pour voter, ils sont à 400 km le dimanche, mais ils vont rentrer juste avant la fermeture des bureaux de vote. Voilà. Donc, il y a des dispositions à la participation. Puis, à l'inverse, il y a des dispositions à l'abstention. C'est-à-dire, oh, je m'en fous, ça prend la tête, ça sert à rien. Donc, voilà. Alors, si on se pose la question, qu'est-ce qui structure ces dispositions électorales? Il y a deux facteurs principaux. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais il y a deux facteurs principaux. Tout d'abord, les dispositions politiques. Est-ce que les citoyens, les femmes, les hommes, est-ce qu'ils ont des dispositions politiques? C'est-à-dire, est-ce qu'elles investissent dans les questions politiques, ça les intéresse, ils en discutent, ils suivent, ils s'informent, bon, ou pas? Ou est-ce qu'ils se tiennent très à distance du politique? Donc, quand on a des dispositions politiques très structurées, c'est-à-dire des intérêts politiques très forts, hein, je veux que tel courant passe ou je ne veux pas que tel autre courant passe, on a des intérêts politiques très forts. Donc ça, c'est un facteur qui structure les dispositions à la participation. Inversement, si on a des intérêts politiques très faibles, je m'en fous, tout ça, de toute façon, c'est tous les mêmes. Ils font des beaux discours, mais ils font rien, ils font des promesses et ils tiennent pas. Puis tout, c'est pas ça qui va changer ma vie, hein. Bon. Alors, donc, peu d'intérêt politique. Et à ce moment-là, c'est évidemment quelque chose qui favorise une disposition à se tenir à l'écart, une disposition à l'abstention. Donc ça, c'est un premier facteur structurant. Le deuxième facteur structurant, on peut appeler ça des dispositions civiques, c'est-à-dire le sentiment du devoir civique. L'élection, c'est important. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour le droit de vote. Bon, il faut voter. Dans ma famille, on a toujours appris qu'il fallait voter. Bon, et puis si on vote pas, il faut pas se plaindre. Voilà, donc des dispositions civiques.
Alors, les enquêtes sociologiques montrent que ces dispositions civiques sont relativement indépendantes des dispositions politiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on peut avoir, dans certains cas, on observe que certaines personnes ont des dispositions civiques très fortes, telles que je viens d'essayer de les caractériser rapidement, sans avoir pour autant des dispositions politiques très structurées. Voilà. Euh, et donc, on peut avoir, c'est un facteur de participation électorale, ces dispositions civiques, de personnes qui, par ailleurs, sont relativement à l'écart du politique, hein, suivent les choses de très loin. Alors, ce qu'on observe, c'est que les dispositions civiques varient très fortement désormais avec l'âge. Euh, C'est-à-dire que beaucoup de membres de jeunes générations ne se sentent pas concernés par les élections, spécialement pour les élections que, dans notre jargon, on appelle des élections de second ordre, hein, des élections considérées socialement comme étant, à tort ou à raison, comme étant moins importantes. Alors ici, vous voyez, j'ai mis en vert, là, il y a une piste d'intervention avec des politiques de citoyenneté. Peut-être si ça vous intéresse, on pourrait revenir là-dessus dans la discussion. Alors, deuxième facteur explicatif, c'est l'attractivité des élections. Alors, évidemment, en interaction avec le facteur précédent. C'est-à-dire que, par exemple, les dispositions à la participation sont d'autant plus fortes qu'il s'agit d'élections attractives. Et inversement, elles s'affaiblissent, les dispositions à la participation, quand l'attractivité des élections diminue. Alors l'attractivité des élections, elle dépend d'un très très grand nombre de facteurs. J'ai pas du tout le temps de les analyser. Donc l'incertitude des élections, hein, par exemple, cette année, les élections législatives, il y avait une incertitude du résultat très forte, crainte d'une victoire pour certains électeurs considérés comme un adversaire redoutable, hein. Donc ça a été un facteur d'attractivité de l'élection législative qui en avait beaucoup perdu ces temps derniers. Donc, un autre facteur, c'est est-ce qu'il y a des différences sensibles entre les candidats ou est-ce qu'on a l'impression qu'ils sont un peu tous les mêmes, quoi. Bon, en 2024, justement, il y avait une réouverture de la distance idéologique du fait du poids du Rassemblement national. Donc, l'attractivité des élections dépend aussi de l'existence ou de l'absence d'enjeux sensibles, saillants pour la population, pour certaines catégories, hein. Est-ce que tous les représentants sont présents à l'élection? Par exemple, le record d'abstention pour l'élection présidentielle, c'est 1969, pour une raison, pour toutes sortes de raisons, mais pour une raison principale, qui est l'absence d'un candidat de gauche au second tour de l'élection, hein. Voilà. Alors, euh, il me semble qu'il faut insister sur le fait qu'il y a une perte d'attractivité générale des élections qui renvoie à ce qu'on a l'habitude d'appeler défiance à l'égard de la politique. Alors, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails, hein. C'est un phénomène très compliqué. Ce phénomène de défiance s'explique par un très très grand nombre de facteurs. Alors, dans les milieux populaires, la défiance est fondée sur l'expérience personnelle. En anglais, on pourrait dire elle est self-related. C'est-à-dire que le discours typique, c'est pas l'élection qui va changer ma vie. Alors, ils disent qu'ils vont supprimer le chômage, mais je vois bien qu'ils l'ont pas fait. Ma femme, elle a toujours pas trouvé de boulot. Vous voyez, bon. Donc la défiance à la politique s'enracine sur l'expérience sociale des individus et notamment leurs difficultés. Alors, et donc, il y a un lien très important qui n'est pas suffisamment souligné, à mon avis, hein. Il y a un lien très important entre l'augmentation de l'abstention électorale depuis plusieurs décennies avec la dégradation de la situation socio-économique des catégories populaires, avec un phénomène que vous connaissez tous très bien, le chômage, la précarité, la régression du pouvoir d'achat, les difficultés de fin de mois, l'explosion de la pauvreté, les difficultés à se loger. Bon, là, je donne un exemple d'une ville populaire qui est... alors,
ces élections, globalement, les élections sont moins attractives maintenant qu'elles ne l'étaient dans le passé, mais les élections sont très inégalement attractives, et les moins attractives étant pour les élections dites de second ordre. Hein, par exemple, si on prend les élections régionales, vous voyez, pour la plupart des électeurs, il y a une incertitude sur les compétences, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Les candidats sont pas très connus, tout ça paraît très compliqué. Voilà, donc c'est évidemment des élections qui sont peu attractives. Alors, au contraire, il y a une attractivité relative de l'élection présidentielle pour toutes sortes de raisons. Hein. C'est une élection, ça a été dit par David Gouard, c'est une élection qui intéresse, y compris une élection qui intéresse des gens qui par ailleurs s'intéressent pas beaucoup à la politique. Alors, pour toutes sortes de raisons, c'est une élection qui réactive les attentes politiques, c'est-à-dire que quand on fait une enquête, on s'aperçoit que plus on avance dans une campagne électorale, plus l'expression de sentiments de défiance à l'égard de la politique cède la place à l'expression de sentiments de préférence pour un candidat ou pour un camp. Hein, donc il y a une réactivation des attentes politiques lors des campagnes électorales pour l'élection présidentielle. Et alors, c'est une élection, il faut le souligner parce que c'est une élection, on pourrait dire, c'est une campagne électorale permanente, quoi. Hein. La campagne pour l'élection présidentielle de 2022, elle commence en octobre 2017 avec la publication des premiers sondages d'intention de vote, par exemple. Vous voyez, et donc ensuite, ça n'a jamais cessé. Et puis surtout, l'élection présidentielle, la campagne pour l'élection présidentielle, c'est une sorte de série télévisée nationale, quoi, une sorte de feuilleton populaire qui contribue à l'attractivité. Alors, les conséquences de l'attractivité différentielle des élections, pour les élections présidentielles, le niveau de participation varie plus faiblement selon les facteurs explicatifs, et au contraire, pour les autres élections, il varie plus fortement, c'est-à-dire que les inégalités sociales de participation augmentent très fortement pour les élections moins attractives de second temps. Troisième facteur explicatif, c'est les coûts de la participation, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ça peut être coûteux en temps, il faut faire des efforts, il faut s'organiser pour aller voter. Alors ça dépend de facteurs individuels, par exemple des problèmes de santé, si vous êtes en mobilité réduite, évidemment, c'est compliqué de se déplacer jusqu'au bureau de vote, ce qui fait que on estime que la moitié de l'augmentation de l'abstention systématique s'explique par l'augmentation du nombre des personnes très âgées en mobilité réduite. Hein. Bon. Alors, il y a évidemment des facteurs collectifs. Hein. Est-ce que l'élection a lieu un jour férié ou un jour ouvré? Est-ce qu'elle a lieu ou pas pendant les vacances scolaires ou dans une période de pandémie? Bon. Mais ça dépend également alors c'est là qu'il y a des pistes très, très importantes. La complexité de l'inscription sur les listes, c'est un facteur qui augmente le coût de la participation pour certaines personnes, et la complexité des procédures alternatives, par exemple la procuration. Alors, comme ça a été dit par David Gouard, un facteur extrêmement important de l'abstention, c'est la malinscription. C'est-à-dire le fait d'avoir déménagé, on est inscrit dans un bureau de vote loin, parfois très loin de son nouveau domicile, évidemment, il y a un coût très élevé pour aller voter et c'est un facteur d'abstention. Là, évidemment, il y a des pistes d'action extrêmement importantes. Alors, il faut souligner que les coûts de la participation, contrairement aux présupposés des économistes, qui considèrent que les coûts de la participation sont à peu près les mêmes pour tout le monde, les coûts de la participation diminuent quand l'intérêt pour l'élection augmente. C'est-à-dire pour les plus intéressés à l'élection, par exemple politiquement, la participation n'a pas un coût, c'est un bénéfice. Bon. Et au contraire, pour ceux qui sont plus à distance du politique, la moindre difficulté devient un bon prétexte finalement pour ne pas aller voter. Le dernier facteur explicatif, c'est le travail de mobilisation. Là encore, le travail de mobilisation, c'est extrêmement compliqué. Je n'ai plus que quelques secondes pour en parler, donc je ne pourrai pas entrer dans les détails. Alors, ça dépend de l'entourage, ça dépend des militants de parti. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup moins de militants de parti, comme ça a été signalé,
c'est un facteur qui contribue aussi à l'augmentation de l'abstention électorale. Bon, alors, ça dépend des mobilisations institutionnelles. Donc là, il y a une piste extrêmement importante sur laquelle on pourra revenir si vous le voulez. Alors, ça dépend des mobilisations partisanes. Donc les partis politiques s'affaiblissent. Ils s'affaiblissent. Alors, quand ils ont engagé toutes leurs ressources financières dans une élection présidentielle, il reste plus beaucoup de ressources financières ni de ressources physiques pour continuer la mobilisation les semaines suivantes pour les élections législatives. Donc, c'est un facteur là aussi d'abstention. Bon. Et la couverture médiatique également, qui est beaucoup plus faible pour les élections de second ordre que pour les élections de premier ordre. Voilà, je vais m'arrêter là. Pardon d'avoir été aussi schématique, mais je suis ouvert pour donner des précisions si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel, pour votre intervention très intéressante. Et non, vous n'avez pas été schématique et c'est le format du webinaire aussi qui veut ça. Hélène, du Oui, coup, je te laisse la main sur les questions. on a quelques questions, dont deux qui portent sur les dispositions politiques. Une première, peut-on faire un lien entre dispositions politiques et la notion de compétence politique d'une manière générale, sur les termes? Enfin, comment explique-t-on l'origine de dispositions civiques quand on vient d'un quartier populaire sans disposition politique? Une question d'une autre personne. Alors oui, bien sûr, il y a un lien extrêmement important entre les dispositions politiques et la compétence politique. Je n'ai pas pu entrer dans les détails. Alors la compétence politique, c'est quoi? C'est à la fois le fait d'être informé de politique. On peut appeler ça la compétence politique cognitive. Par exemple, de savoir qu'il va y avoir des élections, ce qui ne va pas de soi pour tout le monde, de savoir longtemps à l'avance, bon, d'avoir quelques informations sur les candidats, éventuellement de pouvoir repérer des différences entre les candidats, de pouvoir s'orienter. Bon. Donc, en gros, ce qu'on peut appeler la compétence politique cognitive, c'est la capacité des citoyens à s'orienter en politique, à faire des différences entre des candidats, entre les partis, à faire des différences entre les prises de position sur tel ou tel enjeu, sur la retraite par exemple. Est-ce que on prend des risques en n'augmentant pas l'âge du droit à la retraite? Vous voyez, un ensemble de prises de position politiques là-dessus. Est-ce qu'on peut se repérer, s'orienter dans ces systèmes de prise de position? Genre, ouais, celui-là, il a raison, je suis d'accord avec lui. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la compétence politique cognitive. Et la compétence politique cognitive, elle est en relation avec ce qu'on appelle la compétence politique statutaire, c'est-à-dire le fait de se sentir en droit et en mesure d'intervenir dans le domaine politique. Par exemple, de prendre la parole dans une assemblée de citoyens. Vous faites un conseil de citoyens, il y a un micro, on tend le micro. Bon, pour prendre le micro et prendre la parole, vous voyez, il faut se sentir autorisé à prendre la parole. Il ne faut pas avoir peur d'être ridicule, de bafouiller. Vous voyez, bon. Donc, il y a une partie de la compétence politique repose sur cette compétence statutaire. C'est-à-dire, alors pourquoi on dit statutaire? Parce qu'elle est très liée au statut social. C'est-à-dire plus la position sociale est élevée, assurée, plus le niveau d'éducation est élevé. Par exemple, plus vous vous sentez assuré pour prendre la parole en public. Ok. Et donc, la disposition à intervenir dans le domaine politique, que ce soit pour aller voter ou pour participer à un dispositif de démocratie participative, de se rendre à un conseil de citoyens, a fortiori pour y prendre la parole, vous voyez, elle dépend d'une compétence politique qui structure les dispositions politiques. Voilà. Alors, les dispositions civiques, là, c'est une question très, très compliquée. D'où viennent-elles, ces dispositions civiques? Elles viennent d'abord de l'école, le système scolaire, qui, de manière explicite dans certains cours, le cours d'éducation civique par exemple, mais aussi et peut-être surtout de manière diffuse dans d'autres cours, diffuse et dans une certaine mesure inculquée
le sentiment que les élections, c'est important, c'est un devoir, il faut y aller. Voilà. Bon, alors c'est relayé par les familles, hein, et puis c'était en relation également avec des mécanismes de conscription obligatoires qui réactivaient le sentiment d'appartenance nationale auquel est très lié ce sentiment d'obligation civique. Alors ce qu'on constate, c'est quand même l'affaiblissement de tous les mécanismes d'inculcation de ce sentiment d'obligation civique. Et donc, c'est là qu'éventuellement, il y aurait peut-être possibilité de réfléchir à des politiques de citoyenneté. Très bien, merci beaucoup. Peut-être encore une question. Ok, alors donc effectivement, une intervention qui était plus sur, bah, ce serait intéressant de développer sur les politiques de citoyenneté, et une autre plus sur quoi devraient se concentrer les associations ou mouvements citoyens mobilisés sur l'abstention pour lutter au mieux contre l'abstention dans les quartiers populaires. Euh, alors, Ah, la- la première question, j'ai pas eu le temps de la noter, c'est... Quelqu'un qui disait que ce serait vraiment intéressant de développer sur les politiques Ah de oui, la citoyenneté. ouais. Bah, ça, vous en savez, vous, tous beaucoup plus que moi dans ce domaine. Euh, ce qu'on pourrait dire, c'est... euh, on pourrait imaginer des dispositifs de politique de citoyenneté qui mettraient l'accent justement sur l'importance de devenir citoyen et par exemple de devenir citoyen de plein exercice avec des droits politiques. De même, par exemple, vous voyez, dans certains pays, on attache beaucoup d'importance au diplôme avec des cérémonies de remise du diplôme. Vous voyez, et pour montrer à quel point c'est important d'avoir ce diplôme. On souligne l'importance par des cérémonies. Bon, donc alors que en France, on le fait beaucoup moins qu'aux États-Unis, par exemple. Vous voyez, bon, il y a beaucoup moins de cérémonies de remise des diplômes, bon, même s'il y a une tendance à le faire. Alors, on pourrait imaginer des politiques, par exemple, lorsque dans une commune, des jeunes arrivent à l'âge de 18 ans, donc l'âge d'accès à la majorité politique, la majorité électorale, on pourrait imaginer alors je sais que ça se fait déjà, mais ça pourrait se faire beaucoup plus, des cérémonies où ces jeunes seraient reçus à la mairie, bon, avec un discours des autorités municipales pour les féliciter, quoi, insister sur l'importance désormais de leur rôle de citoyen, souligner ce rôle, et par exemple les inviter à participer à un bureau de vote, voire à tenir le bureau de vote, profiter de la cérémonie de réception de la citoyenneté pour leur demander leur opinion sur ce qui va pas dans leur vie quotidienne, les propositions qu'ils pourraient faire. Vous voyez, donc avoir l'importance, les ethnologues ont souligné l'importance des rites de passage. Vous voyez. Et donc, ça serait important d'avoir des cérémonies qui seraient des rites de passage à la citoyenneté. Et l'autre question, c'était... Sur quoi devraient se concentrer les associations ou mouvements citoyens mobilisés sur Ah ouais. l'abstention pour lutter au mieux contre l'abstention dans les quartiers populaires? Bah, il y a, à mon avis, toute une panoplie de moyens, hein. D'abord, alors, il y a les moyens les plus à portée de main, les plus à portée de l'action politique, de l'action publique, ça serait d'agir sur l'inscription sur les listes électorales. Faciliter l'inscription sur les listes électorales, éventuellement se déplacer pour que ça ne soit pas le citoyen qui se déplace pour aller s'inscrire, mais on va vers le citoyen pour lui proposer de s'inscrire. Vous voyez, imaginez des dispositifs ambulants en quelque sorte. Bon, donc ça, c'est une piste importante. Au moment des campagnes électorales, avoir des politiques de mobilisation municipale, par exemple, appeler à voter, rappeler les élections, bon, éventuellement, là, ça serait peut-être plus délicat politiquement, mais imaginez de présenter les différentes options proposées par les différentes listes de candidats, vous voyez, pour faciliter le travail de repérage, quoi, hein. La compétence politique, c'est la capacité à faire des différences entre les objets politiques, hein. Donc, faire des différences entre des listes, par exemple. Et puis, pour les listes associatives, il faudrait, ben, c'est constituer des listes attractives.
on a vu que un des facteurs de la participation électorale, c'est l'attractivité des élections. Et l'attractivité des élections, elle dépend de l'attractivité des listes, ou d'une liste au moins. Donc, il faudrait des listes attractives. Donc, il faudrait Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que les listes soient attractives? Eh bien, il faudrait qu'elles proposent des choses attractives. Donc des réformes saillantes, pertinentes pour les populations concernées. Et puis, il faudrait que ces listes également permettent des phénomènes d'identification personnelle, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait que la composition des listes soit un peu, davantage qu'elles ne le sont généralement, même s'il y a des efforts, le reflet de la composition sociale des quartiers. Hein. Donc, par exemple, s'il y a des populations issues de l'immigration, ben, il faudrait dans la liste, y compris en tête de liste, pas seulement en queue de liste pour faire joli, des personnes issues des mêmes secteurs. Il faudrait des femmes, il faudrait des jeunes, puisque voilà. Je m'arrête là. Très bien, merci Daniel. Oui, l'enjeu de la proximité de la représentation sociale. J'indique juste, vous aviez fait dans un ouvrage dont on redonnera les références à nos participants quand on vous enverra les ressources. Vous aviez fait des propositions pour réancrer socialement les partis politiques aussi, qui me semblaient très intéressantes. On donnera tout ça aux participants. Merci beaucoup. Je donne tout de suite la parole à Diwari Orsval, membre de l'Assemblée des quartiers. Donc là, on va passer à la pratique de terrain. Merci encore à Daniel et à David et Diwari. C'est à vous. Alors, je vais me présenter très rapidement pour que vous sachiez d'où je parle et ensuite, Ilham, tu pourras te présenter et ensuite, on ira sur les slides. Donc, alors, moi, je suis Daouda Yorsal, donc je suis membre de l'Assemblée des quartiers qu'on vous présentera là dans quelques instants. Très rapidement, je suis militant associatif, alors à la fois dans le champ de l'éducation populaire. J'ai fondé une association d'éducation et d'insertion par le sport. Je suis également président d'une amicale de locataires de 3000 locataires. Et j'ai également fait partie de la commission participation, de la commission entre guillemets Meshmash, dans lequel on a pu faire des propositions sur la participation des habitants. Politiquement, actuellement, je suis conseiller municipal d'opposition à Massy et j'ai participé à plusieurs élections municipales, législatives, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Je te laisse te présenter, Ilham. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Ilham Greffi. Je suis originaire du quartier du Mirail à Toulouse. Monsieur Boire, j'ai eu le privilège d'assister à vos cours. Donc moi aussi, je suis militante associative, notamment sur l'accès au droit, la lutte contre les discriminations et le logement et la rénovation urbaine. En l'occurrence, j'ai également fait partie de la commission Meshmash, donc la commission dite de participation citoyenne, installée par Monsieur Klein à l'époque. Et je fais également partie du Conseil national des villes au niveau national où je représente le quartier du Mirail à Toulouse. Pour la genèse de l'Assemblée des quartiers, c'est un collectif en fait de lutte qui se sont rassemblés donc à l'automne 2023 avec un lancement à Montpellier au printemps 2024. Donc c'est une initiative, c'est une dynamique issue d'une initiative précédente, On s'en mêle, pour ceux qui sont habitués à la politique de la ville. Elle est composée de plusieurs personnes à titre individuel, mais qui font partie de collectifs, d'anciens collectifs qui existaient, notamment le Forum social des quartiers populaires, FSQP, le MIB, le Mouvement d'immigration et des banlieues, les Motivés à Toulouse avec le Tactique collectif, Émergence, dont Dawari dit touchera deux mots, Comité Adama, Réseau Passons-nous et le Front des maires. En fait, c'est tous les petits collectifs, enfin tous les petits ou les plus grands d'ailleurs collectifs qui existent en matière de lutte pour les quartiers populaires, se sont rassemblés et on dit désormais là, il faut vraiment qu'on prenne la parole parce qu'il y en a assez d'avoir des porte-voix. Voilà, Dawari, si tu veux amender sur Émergence. Oui, alors donc voilà un exemple de structure partie prenante de cette dynamique de l'Assemblée des quartiers. Je vais vous parler très rapidement du mouvement Émergence. Et avant ça, pour que vous compreniez bien ce que c'est le mouvement Émergence, c'est important de comprendre qui ont composé à cette époque-là ce mouvement-là. Donc moi, en 2000, fin
fin 2007, alors que j'étais directeur de centre social. Je prends rendez-vous avec mon maire, donc le maire de Massy, et donc lui, il se demande pourquoi je veux le rencontrer. Donc, il m'accueille dans son bureau. Et je lui explique en fait que je veux démissionner, que je veux démissionner de mon poste de directeur de centre social. Et il me demande pourquoi. Je lui dis voilà, je ne suis pas d'accord avec la politique jeunesse que vous menez. Ça ne me convient pas du tout. Et donc, j'ai envie de passer à autre chose. Et il me demande mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Et je lui dis monsieur le maire, je vais me présenter contre vous. Alors ça lui fait tout drôle. Il pensait qu'on rigolait, quoi. Il pensait que c'était une blague. Et au final, avec des copines et des copains avec qui n'avaient jamais fait de politique, on n'était jamais monté sur une liste, on n'était pas encarté, on n'était pas sympathisé politique. On a co-construit une liste avec un programme et on a fait un peu plus de 9%. Voilà. De fil en aiguille, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres dynamiques à cette époque-là, donc en 2008, qui avaient eu la même démarche que nous. Et on s'est rencontrés, en fait, lors d'une émission télé. Donc, c'était une émission radio à Génération. Et en discutant, en échangeant, on s'est dit, mais c'est marrant, mais on a à peu près le même profil. Donc, des gens qui sont associatifs, voilà, que ce soit dans le champ de la culture, du sport, du logement, des violences policières, pas mal de choses. On s'est dit, on va essayer de faire un bout de chemin ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, donc lors des élections régionales de 2010, on a réussi à porter une liste de plus de 235 personnes. La tête de liste, c'était un militant qui s'appelle Almami Kanouté. On a réussi à déposer cette liste-là. Alors, on n'a pas fait un grand score parce qu'on a fait la campagne la plus discount, je pense, de l'histoire des élections en France. Mais c'était déjà une performance d'avoir déposé cette liste-là sans soutien de parti et avec peu d'argent. Donc, Émergence, donc cette liste aux élections régionales, c'était une liste en fait de gens de quartiers populaires, associatifs, qui, à un moment donné, se sont aperçus que pour pouvoir améliorer un peu plus la vie des gens, il fallait basculer des combats associatifs aux combats politiques et se présenter à des élections. Voilà rapidement pour présenter Émergence. Merci Dawari. Alors pour vous parler précisément de nos objectifs, donc c'est rassembler les quartiers. Nous définissons l'Assemblée des quartiers contre notre maison commune, rassemblant largement différentes tendances et sensibilités des quartiers qui partagent les mêmes priorités et valeurs. Les membres de l'Assemblée des quartiers s'engagent ainsi avant tout à défendre l'intérêt des habitantes et des habitants de quartier. Donc, ça ne fait pas concurrence au Conseil citoyen, parce que moi, pour faire partie de 2 conseils citoyens au niveau du quartier du Mirail, on sait très bien on connaît les limites des conseils citoyens, encore plus avec la circulaire qui est sortie en fin d'année dernière. Donc, la participation citoyenne, oui, mais en fonction une discussion informelle au marché peut être considérée comme de la participation citoyenne. Donc là, on englobe vraiment toutes les participations citoyennes qui peuvent exister, et nous avons de nombreuses sollicitations sur toute la France, car nous avons des antennes un petit peu partout: Toulouse, Marseille, Nantes, Paris, Roubaix, Strasbourg et Lyon. Ensuite, notre second objectif, c'est de porter l'autonomie politique des quartiers. Nous sommes convaincus que les expériences et compétences des habitantes et des habitants, acteurs et actrices de terrain, sont précieuses et doivent être mises en tête de l'ordre du jour de n'importe quelle échéance militante et politique. Ça rejoint un peu ce que disait le professeur Gaxi et Gouard. Les quartiers sont politisés, en fait. Ils sont politisés de facto, pas en luttant au quotidien pour de meilleures conditions de vie. Je te laisse enchaîner, Dawari, avec les 2 autres. Donc voilà, alors l'idée, alors pour aller un peu plus synthétiquement, nous ce qu'on souhaite, c'est avoir un ancrage local. Ça va se traduire, on le verra tout à l'heure par un dispositif qu'on va mettre en place qui s'appelle la tournée des quartiers.
Donc l'idée, c'est vraiment d'aller au plus près en fait des habitants qui potentiellement seront à même de s'investir sur une élection. Et l'idée, ce sera de leur donner des grilles de lecture, des outils. Donc ça va également passer par de la formation pour les outiller pour qu'ils puissent aller sur des élections dans les meilleures conditions. Donc cette démarche-là, en fait, elle s'accompagne d'une démarche qui est globale et qui est collective, qui va nous permettre, qui va permettre en fait au quartier, souvent, alors ça a été dit tout à l'heure par Monsieur Gouard, ces quartiers qui sont quand même majoritairement assez précaires, où il y a le moins de services publics. L'idée, en fait, c'est de pouvoir en fait leur donner en fait une alternative qui compléterait la dynamique associative pure, voilà, dans le champ de la culture, du sport, de l'éducation populaire, pour avoir une énergie portée sur cette élection, sur les questions électives. Au niveau des projets, tu vas en parler, Ilham? Oui. Ouais. Alors, nous avons donc déjà eu nous avons organisé des universités d'automne en 2024 à Pantin. Nous avons eu de nombreux intervenants sur des thématiques bien prescrites et qui sont assez proches des problématiques des habitants. Nous avons eu l'occasion aussi de rencontrer les leaders politiques du NFP. Nous débutons donc dans la tournée des quartiers qui commence à Champs-sur-Marne fin janvier. Donc nous avons un parcours, nous avons énormément de villes qui nous ont sollicité à ce niveau-là. La Web TV, donc nous avons enregistré notre première émission la semaine dernière. Donc c'est une émission d'1 heure et demie qui parle des problématiques des quartiers et de l'actualité. Et enfin, le projet Mère de ma ville, donc qui va se développer un peu plus tard dans l'année, et dont Dawari va nous dire 2 mots. Voilà. Alors tout à l'heure, effectivement, il y a une question qui a été posée à monsieur Gaxi sur comment finalement mobiliser les quartiers pour qu'ils puissent aller au vote. Alors, nous, on est dans le champ dans l'éducation populaire et dans l'éducation populaire, on a pour coutume en fait de partir en fait des considérations et de ce qu'aime le public pour pouvoir en fait les emmener entre guillemets où est-ce qu'on veut. Donc l'idée en fait, c'est d'utiliser la culture, euh, en l'occurrence le chant, pour cibler une population beaucoup plus jeune des quartiers, pour les inciter en fait à aller voter, à s'intéresser à la politique. Donc, ce dispositif-là, qui s'appelle Maire de ma ville, c'est un dispositif, en fait, un projet qui a été créé par des jeunes de Grigny, une association qui s'appelle Grignywood, donc dans le 91. Et en fait, c'est un tremplin musical où on va demander aux candidates, aux candidats de faire un texte sur ce qu'elle ferait s'ils étaient maires, quoi. Donc en fait, c'est un tremplin musical, donc c'est un concours où on va demander en fait aux jeunes de s'inscrire, donc sur une plateforme qu'on va créer. Euh, Ça sera sur les réseaux sociaux, donc les gens pourront voter sur voilà quel est le meilleur morceau, etc., qui parle de ces questions-là. Et les meilleurs, en fait, pourront gagner en fait un voyage. Donc, on n'a pas encore déterminé le lieu, mais un voyage à l'étranger où pourront enregistrer des morceaux. Alors, on tient beaucoup en fait à ce projet-là parce qu'on pense que justement, il faut imaginer en fait d'autres moyens de sensibiliser et toucher les jeunes. Ce projet avait fonctionné à l'époque, donc à Grigny. Et nous, voilà, avec l'association Humanitaria, qui est partenaire en fait de l'Assemblée des quartiers, on souhaite mettre en place cette action-là sur l'échelle nationale. Donc, je sais qu'il y a des auditrices et des auditeurs qui sont en contact avec des jeunes ou des associations sur l'ensemble du territoire français. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter l'Assemblée des quartiers, à contacter l'association Humanitaria pour y inscrire des candidates et des candidats. Très bien. Beaucoup, merci beaucoup pour cette intervention très synthétique, Ilham et Dawari.
Merci, c'était encore une fois très, très éclairant. Gauthier, je te laisse la parole pour peut-être remonter deux, trois questions avant. Merci Cyril. Alors, ce sera assez rapide. Donc, on a eu notamment une réaction, une personne du chat qui nous dit, euh, qui Oui, affirme j'ai la vu la nécessité question. de réinstaurer la confiance des habitants, politique de manière générale, et déconstruire la réputation d'opportuniste, voire même de corruption politique. Ça, c'est une réaction. Et puis, la question, c'est par rapport à une personne qui te demande quels sont vos liens. Avec Ali Dawara et Abdelkader Lamar, Exactement. j'ai vu. Mais moi, je rejoins le professeur Gaxi sur la confiance des habitants en nos politiques de manière générale, dans le sens où il est important que les habitants se sentent représentés. Il y a une question de représentativité, selon moi. Donc moi, pour la petite anecdote, hein, j'ai été CPE pas dans une autre vie, et j'ai été également directrice d'une association d'éducation populaire à Toulouse. Moi, pendant les élections législatives, au nom de l'Assemblée des quartiers, je suis partie faire du porte-à-porte pour inciter les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales. Et il faut aussi savoir qu'il y a énormément de freins à l'inscription dans les quartiers populaires, non pas de la part des habitants ou des jeunes, mais de la part de l'institution en elle-même. J'ai dû faire un bras de fer avec la mairie de Toulouse pour qu'elle puisse accepter l'inscription de jeunes personnes, notamment des années de naissance 2005 et 2006, car il y a eu 2 ans de Covid. Donc, ils n'ont pas pu faire leur journée d'appel à la défense. Or, l'inscription sur liste électorale est conditionnée à cette journée d'appel à la défense, sauf que l'État n'avait pas réfléchi à ça. Et lorsqu'on se rendait donc pour s'inscrire, il avait cette difficulté-là donc de journée d'appel à la défense pour ces générations-là, mais aussi le fait que ces jeunes gens n'avaient pas d'attestation d'hébergement de leurs parents, enfin, ils n'avaient pas de quittance de loyer ou de justificatif de domicile. Et il y avait aussi ce frein-là que la personne en face leur disait, non, mais de toute façon, si vous n'avez pas de justificatif de domicile à votre nom, nous ne pourrons pas vous inscrire. Or, c'est faux. Et donc, ces jeunes-là se décourageaient. Une fois que ça arrivait aux oreilles de travailleurs sociaux comme nous, j'ai fait en sorte d'inscrire tout ce beau monde. Et d'ailleurs, sur le quartier de la Reignerie, nous avons eu des taux de participation assez exceptionnels, de l'ordre de 80%. Enfin, c'est assez extraordinaire comme résultat de participation. Et tant que les habitants n'ont pas de confiance en la personne qui les amène vers le bureau de vote ou vers la démarche administrative, effectivement, ça ne fonctionnera pas. Et pour répondre succinctement à la dernière question, je ne sais pas, Daoris, tu veux dire un Ouais, mot sur Ali et oui, Abdelkader? cette question-là, elle tombe bien parce que alors, l'Assemblée des quartiers, c'est en fait un collectif de personnalités qui viennent à titre individuel, mais qui font partie en fait d'un certain nombre de mouvements. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une dynamique en fait aujourd'hui qui rassemble des centaines et des centaines de personnes sur toute la France. C'est une dynamique qui est structurée. C'est une dynamique en fait avec une vision, une stratégie et des valeurs. Et là, en l'occurrence, on parle des élections municipales. On est en train de se préparer pour préparer justement des femmes et des hommes sur les territoires pour monter sur les élections et pour les gagner. Ensuite, on ne dit pas qu'on est les plus beaux, qu'on est les meilleurs et qu'on est les seuls à faire ce travail-là. Il y a d'autres initiatives, il y a d'autres personnalités sur le territoire qui font un travail remarquable. En l'occurrence, Adel Amara et Ali Diora, qui est Non, c'est député. Abdelkader Lamar. Abdelkader Lamar, celui de Lyon. Ah, je ne connais pas Abdelkader Lamar. C'est Adel Moi, Amara que je connais. Oh, bah, tu peux en parler alors. En tout cas, voilà. Donc, Adel Amara, voilà, c'est quelqu'un qui est du 94, pareil, qui conscientise, qui s'est présenté plusieurs fois à des élections municipales et également législatives dernièrement, qu'il a perdu de peu. Et en termes d'idées, voilà, c'est quelqu'un en fait qui partage nos idées, mais qui n'est pas membre de l'Assemblée des quartiers. On discute avec lui, on échange avec lui. Voilà, moi j'habite Massy, donc on se voit très régulièrement, mais il ne fait pas partie encore de l'Assemblée des quartiers. Ok. Merci beaucoup. Merci Ilham Dawari. Merci à nos trois intervenants. Merci beaucoup à l'ensemble des participants